Je peux pas juste le garder. Je vais continuer d'essayer quelques fois, mais si ça marche pas, je pense que je vais devoir le laisser partir parce qu'il mérite. Il serait tellement un bon papa. Je le sens dans mes tripes que je suis née pour être maman. J'ai toujours existé à travers mes performances. J'ai toujours existé à travers le travail, à travers la productivité, à travers les gens, à travers le regard des gens. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses à tout. Prends le temps, va à ton rythme, tu es suffisante. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Au-delà des défis, l'entrepreneuriat et la résilience. Aujourd'hui, j'ai à mes côtés une compatriote marocaine, notre belle Leïla. Salut. Bienvenue, merci d'avoir accepté. Merci Leïla. à toi, merci pour l'invitation, Sarah. Ça fait fait plaisir. énormément plaisir de Ouais. t'accueillir ici, je te dirais dans mon deuxième chez moi. C'est ça, ton petit univers. Exactement, mon petit univers. Leïla, nous, on se connaît, on se parle, mais j'aimerais vraiment que tu te présentes pour les auditeurs, pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui à travers YouTube. Qui est Leïla Saligan? Alors, je suis Leïla, je suis maman. Je pense que c'est le premier titre maintenant que je me donne. C'est le plus beau titre. Exactement, je peux me passer de tous les titres, mais je garde celui-là. Voilà, donc je suis une personne qui a toujours été impliquée, qui était motivée, qui voulait vraiment faire du changement autour d'elle. Oui. Et tu en fais des changements. Voilà, j'ai travaillé dans l'associatif presque toute ma vie, dans le non-profit, donc dans les organismes associatifs. J'ai fait du bénévolat presque toute ma vie aussi. J'ai grandi, au fait, dans un environnement pareil. Dans ma casquette professionnelle, je suis aussi dans l'enseignement, dans l'éducation postsecondaire. Donc, si tu vois un petit peu le dénominateur commun, c'est le partage, en fait. Ouais. Finalement, c'est vraiment ça qui me définit, c'est que j'aime partager, j'aime donner, j'aime voir le changement chez les gens et puis j'aime me sentir utile. Exactement. Puis oui, cette utilité, tu l'as fait aussi sentir et on la voit dans la communauté que tu as autour de toi, autour des actions aussi. Tu sais, il y a chaque année, tu mets en place une levée de fonds pour des causes qui te tiennent à cœur, puis qu'on voit tout l'amour que tu as pour changer justement le monde une chose à la fois. Donc, c'est ça. Mais je me dis, écoute, si on peut faire quelque chose, autant le faire. Je crois sincèrement en le pouvoir de la communauté et le pouvoir du groupe. Je suis certaine qu'on ne peut rien faire quand on est juste seul. Pour moi, c'est juste ennuyant de rester chacun dans son coin. Je préfère plutôt les gatherings, les rassemblements, voilà, parce que pour moi, ça crée beaucoup plus de magie. Voilà, mais pour continuer un peu sur ma présentation, comme je t'ai dit, j'ai fait ça presque toute ma vie jusqu'à un moment donné où j'ai eu comme un déclic dans ma vie. Avec mon mari, on est passé par une étape qui était quand même assez difficile dans notre parcours, qui est ce qu'on appelle l'infertilité inexpliquée. Donc, le jour où on a décidé de continuer ou de donner fruit à notre amour, ça n'a pas fonctionné comme ce qu'on nous explique dans les cours de sciences. Puis, c'est ça. Des fois, la théorie et la pratique, c'est des choses complètement différentes. Puis, tu parlais de... tu sais, c'est comme avant d'arriver peut-être à cette étape-là, tu sais, vous avez aussi passé par l'immigration. En tout cas, pour ma part, tu sais, c'est comme tu étais toujours une référence pour moi lorsque j'ai décidé d'immigrer, donc à travers ton blog, à travers tout le partage que tu faisais, les défis aussi que tu as rencontrés. Donc, ça fait à peu près 8 ans que tu es ici au Canada. Donc, ça fait 8 ans qu'on est là. Ça fait 8 ans qu'on a décidé, au fait, de faire ce pas, de nous lancer dans l'inconnu, littéralement dans l'inconnu, parce qu'à l'époque, en 2017, il n'y avait même pas assez d'informations. En fait, on ne savait même pas où on a atterri au Nouveau-Brunswick, imagine. Ouais. Là où il y avait vraiment zéro documentation, personne n'en parle. Je pense sur YouTube, on avait fait le tour. Il y avait juste une seule vidéo d'une personne qui faisait le tour des rues
de la ville. Et c'était la seule idée qu'on avait de cette ville-là, mais on s'est dit, écoute, on va tenter le coup. On s'est dit qu'on va beaucoup plus regretter le fait de ne pas le faire plutôt que de le faire. Exactement. Donc on s'est lancé et puis voilà, le reste, c'est de l'histoire. Puis écoute, moi, je t'ai suivi, c'est comme je disais, à travers tes blogs, mais je t'ai suivi aussi dans tout le processus parce que moi aussi, j'ai atterri au Nouveau-Brunswick. Ah oui, vraiment? Ah, ça, oui, je savais pas. je suis arrivée, toi, t'es arrivée en 2017, puis moi, c'était en 2018, je suis arrivée. Puis pour te dire que quand toi, tu faisais ton partage de votre belle aventure qui est l'immigration, ben moi, j'avais mes séances de chimio, donc je lisais, puis ça m'a porté, parce que pour moi, c'était le moment où je faisais la transition, donc j'avais en tête de ce projet de vie, mais tu m'accompagnais dans ce projet de vie, donc ce qui fait, je suivais les pas, les conseils, j'avais mon bloc-notes, j'avais aussi mon travail et tout, mais c'est aussi pour te rendre l'honneur et te remercier vraiment de tout le partage, parce que c'était quelque chose qui m'a aidée, mais qui m'a soutenue, parce que comme tu disais, c'est quelque chose qui n'existait pas, on n'avait pas beaucoup d'informations, mais grâce à toi, donc je savais où j'embarquais, donc l'inconnu, il était pour moi un peu connu, on va dire. Je suis contente au moins que ça t'ait facilité un petit peu le chemin, et c'était ça le but au fait. Le début du blog, au début, c'était vraiment pour ma famille, pour mes amis. Je disais, j'ai pas envie de répéter 36 000 fois à chaque personne, voici ce que je fais de ma vie, parce que tout le monde était curieux de savoir à quoi ressemblait notre nouvelle vie. Donc, quand j'ai acheté ma nouvelle voiture, j'ai pas envie d'appeler toutes mes cousines, les tontons, les tatas pour leur dire « Hey, j'ai acheté une nouvelle voiture ». J'écris ça sur le blog, prenez, lisez. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est agrandi de mon petit cercle, mon petit cercle familial et amis. Et voilà, ça a fait, ça a atterri dans des ordinateurs comme le tien. Exactement. Pour te dire aussi, ton partage, ton envie de partager, d'impacter, c'est vraiment, ça touche et ça rejoint. Puis dans ton authenticité, la façon avec laquelle tu le partages, on ressent que, comme on dit en bon québécois, tu dis les vraies affaires. Donc, on a, en tout cas, je parle de mon côté, c'est vraiment, j'ai suivi. Puis, tu as fait aussi le déménagement vers Ottawa. J'ai déménagé aussi vers Gatineau. Puis ton déménagement, il m'a aidé dans le déménagement. C'est trop bien. J'adore. Là, c'est ça, je pense, mission accomplie. Mission plus que accomplie dans tout ce que tu fais. Génial. Ouais, et donc là, quand vous avez déménagé, je dirais, à Ottawa, là, ça a commencé à l'installation, on va dire, exactement, complète. La stabilité. C'est-à-dire qu'on a coché toutes les cases de notre vie de couple. Comme au début, on s'est dit, on va se donner les premières années pour vivre la lune de miel. Ouais. Pour, comme juste découvrir, on est en Amérique du Nord, là. C'est pas rien, c'est le rêve canadien. C'est exactement, on voyait ça que dans Friends. Série. Et donc, tout ce qu'on voyait à la télé, on a grandi avec des séries américaines et tout. Et puis là, on voit ça, on vit dans ça. Donc, ça nous a pris quand même un petit moment pour juste profiter pleinement de cette joie des premières fois. Ouais. Les joies des premières fois. Et puis, une fois qu'on est arrivé à Ottawa, c'est là où on s'est dit, OK, écoute, on commence à se stabiliser. C'est vrai que notre parcours d'avoir un enfant, il a commencé au Nouveau-Brunswick, mais ici à Ottawa, on s'est dit, hey, là, il va falloir qu'on se donne tous les moyens parce que ça fait quand même quelques années qu'on essaye, ça ne fonctionne pas, il y a certainement quelque chose qui ne va pas. Voilà. Donc, puis tu as parlé d'infertilité inexpliquée. Ça veut dire quoi? Infertility. Moi, je dis que c'est juste un terme que les médecins ont donné pour pouvoir dormir l'esprit tranquille le soir. Parce qu'ils n'ont pas trouvé de solution. Ben c'est pour ça le mot inexpliqué. C'est vraiment juste ça. Ils ont donné un nom scientifique à une chose à laquelle on n'a pas encore trouvé de solution, ce qui est incroyable. Ouais. Avec toute l'avancée technologique et scientifique qu'il y a aujourd'hui, mais on n'arrive toujours pas à avoir une solution. On n'arrive pas encore à trouver... À détecter la source. Exact, la source de ce qu'on appelle l'infertilité inexpliquée. Parce que ce que c'est, au fait, c'est tout simplement un couple qui sont en très bonne santé. Donc, ils ont fait tous les tests possibles et imaginables de leur corps et tout fonctionne très bien. Des fois, il y a certaines théories qui disent que la compatibilité entre le couple n'est pas bonne. Et donc, si par exemple, une personne peut aller avec un autre partenaire, elle pourrait avoir plus de chances d'avoir... Mais ce n'est pas le cas.
Donc, quand on a fait même le test chromosomique pour voir s'il y a de la compatibilité, on est compatible. Et donc, tout tout fonctionnait à tout point fonctionnait. Scientifique, on va dire, au niveau des tests, tout était Exactement. là pour donner la place à de beaux bébés. Exactement. On avait toutes les raisons d'avoir de beaux bébés parce qu'il se passe littéralement rien dans notre corps et tout fonctionne. Mais ça ne fonctionne pas. Mais ça ne fonctionne pas. Et moi, ce que je disais, c'est que ce qui est le plus dur, justement, c'est quand c'est inexpliqué. Tu sais, comme quand tu vas chez le médecin, il te dit, il y a un problème ici. Ouais. Au moins, tu mets le doigt sur un problème et tu te dis, OK, d'accord, je vais me concentrer sur ça. Mhm. On va le régler avec, je sais pas moi, un traitement, médicament, régime, whatever. Et au moins, tu sais où tu t'en vas. Mais quand tu embarques dans l'inexpliqué, Ouais. tu es dans le flou. Tu sais pas où aller, au fait. Tu n'as Ouais. pas de... Aucun repère, aucune vision. Tu sais pas quoi faire. Littéralement, tu sais pas quoi faire. Tu dis, OK, d'accord, on a fait tous les tests. Tout est bon. Now what? On fait quoi maintenant? Et c'est à cette question, le now what, y a personne n'a pu nous donner une réponse. Et ça nous a sombré comment je te dire? Dans même pas de l'ambiguïté, mais dans un sentiment, j'arrive même pas à donner des mots là-dessus parce que tu sais pas, en fait. Tu sais pas quoi faire. Tu te dis, je suis en bonne santé. C'est de l'impuissance. Hein? C'est une grosse impuissance. C'est une énorme impuissance. C'est une grosse incompréhension aussi. Tu tombes dans la solitude. Parce qu'il n'y a personne qui peut comprendre ça, tu sais. Moi, je dis toujours que l'infertilité, c'est une cicatrice invisible. Ben oui. Tu vois, parce que quand tu vas chez le médecin, il te met un gros pansement parce que tu es malade. Au moins, les gens, ils le voient. Ils savent que tu es malade. Et ils vont prendre ça en considération. Quand tu es infertile ou quand tu es dans cette infertilité inexpliquée, tu n'as pas de pansement. Ah oui. Mais tu es malade. Mais, exact. Tu vois? Donc, les gens, ils ne voient pas ça. Exact. Puis même, je dirais, tu sais, dans notre culture marocaine, tu sais, on a la fameuse question, c'est pour quand les enfants? C'est pour quand les enfants? Donc, qui vient aussi, même ce pansement, on dit que peut-être on a pensé cette cicatrice, même si c'est difficile de la penser, mais ils viennent mettre le doigt là où ça fait mal. Le couteau dans la plaie. Et puis, parce qu'au fait, on n'est jamais assez sensibilisé face à ça. On ne sait pas quoi dire. Et généralement, quand on ne sait pas quoi dire, on est maladroit. Et on dit des choses qui blessent, sans le vouloir. Moi, je ne doute pas de la bonne intention des gens quand ils me parlaient, mais il y avait beaucoup de maladresse qui faisait énormément mal. Et cette maladresse, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a juste permis de me construire un mur autour de moi, un grand mur pour me protéger. Et c'est là où je suis vraiment tombée dans la solitude. C'est là où je me suis dit, c'est pas possible, au fait. C'est impossible que je sois la seule à vivre ça. Parce que c'est horrible. C'est incroyable, au fait. Et tu sais, il y avait même j'ai lu après des études qui disaient que la détresse des personnes, des femmes surtout, parce que tu ressens ça comme... Je n'invalide pas ce que vivent les hommes, mais la femme, c'est son corps. Donc, elle a cette responsabilité de donner. Tu vois? Et c'est cette responsabilité, le corps féminin, il est fait pour enfanter. Exact. Et quand toi, tu n'enfantes pas, tu te donnes tous les moyens, mais que tu n'arrives pas à enfanter, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est cette culpabilité que tu te nourris avec cette culpabilité, tout en essayant de te protéger des gens, tout en gardant l'honneur, tu sais, parce que tu n'as pas envie que les gens te regardent avec pitié. Exactement. La pauvre, elle n'arrive pas encore à avoir des enfants. Tu sais, ce regard tu essaies de le fuir le maximum, tu essaies de garder de garder la tête haute et de te dire non, tout va bien, etc. C'est épuisant. Oui, j'imagine. Et puis ça, c'est aussi, j'imagine qu'il y a aussi un effort dans le couple. C'est comme tu as dit, l'homme dans le couple, il vit aussi cette réalité, tu sais, et la question de culpabilité que vit la femme, est-ce que je suis assez bonne pour lui? Je ne sais pas si ce sont des questions que tu t'es posées ou que vous vous êtes posées, mais tu sais, c'est comme tu dis, la femme, elle est là pour donner. C'est on va dire, on est né pour donner, pour répliquer dans des mini-nous. Et lorsqu'on n'a pas cette possibilité, donc on a cette... En fait, on ne sert à rien. Oui, c'est ça. On a ce sentiment qu'on ne sert à rien, puis que, voilà, notre vie n'a plus le sens pour lequel elle... Oui, exactement. Voilà. Et moi, je dirais... Je sais pour mon mari parce qu'on en a parlé après. On a essayé
d'être le plus ouvert possible dans ce parcours, chose qui n'est vraiment pas facile. Oui, Et moi, je pense que l'infertilité, c'est aussi une grosse épreuve pour les couples. oui, Donc, pour moi, un couple qui s'en sort après cette épreuve, c'est un couple fort, oui, vraiment. Parce que c'est pas facile certainement. de rester main dans la main et de s'appuyer, surtout comme tu dis, parce qu'il y a tous ces questionnements, au fait, que ce soit du côté de l'homme ou de la femme. Mais et si c'était pas le bon? Et Oui, si peut-être que j'aurais plus de chance avec une autre personne? exact. Peut-être que lui, il aura plus de chance avec une autre personne. Pourquoi est-ce que je vais le garder emprisonné avec moi? Oui, oui. Peut-être que voilà, il faut que je le laisse partir. Hmm. Oui, 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 on a eu, enfin, je parlerai pour moi, oui, définitivement, j'ai eu ces réflexions à maintes reprises. Je lui en ai pas parlé parce que c'est trop vulnérable pour moi Oui. de parler de ce genre de choses. Mais oui, effectivement, c'est des idées qui me passaient par la tête de dire, je peux pas juste le garder. Je vais continuer d'essayer quelques fois, mais si ça marche pas, je pense que je vais devoir le laisser partir parce qu'il mérite. Il Hmm. serait tellement un bon papa. Je vois que ce serait un très bon papa. Et puis, oh mon Dieu, Ouais, la chair de poule, ouais. 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 Et donc c'est ça. Moi, je pense que les couples qui s'en sortent, si on parle du mari, le mari, il est dans une impuissance Oui, aussi. Il est dans un sentiment d'impuissance parce qu'il est en train de voir sa femme souffrir. oui. Il ne sait pas quoi faire. Hmm. Il ne sait pas comment l'aider. Il ne sait pas comment Exactement. la soutenir. Il sait pas. Surtout quand il voit que les gens la blessent avec des mots et tout. Donc, même lui, à un moment donné, est-ce que je dis ça? Est-ce que je dis pas ça? Et nous, pour que tu le saches, c'était pas juste de l'infertilité, c'était beaucoup de pertes de grossesse. Ok. Donc, on a eu pas mal de grossesses. Donc, ça veut dire que ça aussi, ça vient jouer sur le moral. C'est comme il y a cette joie, c'est bon, on y est, et après, vous... Boum. Oh là Après, on là. retombe encore dans les ténèbres et on Oh, se relève avec une autre bonne nouvelle. Et puis, on retombe et on se relève et on retombe. Donc, c'était 4 années, wow. 4 années assez, assez n'est pas le bon mot, mais très éprouvantes Hmm. psychologiquement. Là, j'en parle très ouvertement, mais à l'époque, personne de mon entourage ne savait par quoi je passais parce que, comme je te dis, je me protégeais. Hmm. Je me protégeais de la pitié. Ouais, je te comprends. Je Je, comprends ce je... regard. Tu sais, c'est comme. Puis, ce qui est drôle, c'est que, tu sais, les gens, nous, quand on passe par une situation difficile, on voit ce regard Oh de oui, pitié dans les oh yeux, même oui, oh si oui, on on se est dit, très ah sensible à non, ça. ouais, on est très, très On est très sensible. sensible. On est sensible à la pitié, on est sensible à la gêne aussi, tu Oui. sais, comme les petits clins d'œil. Ah ouais, non, attention, faut pas que tu parles de ça. Oui, Elle est là. ouais. Tu sais, comme quand tu sens que voilà, tu es quand même un poids Mm, dans la salle. exact. Et ça, c'est pas du tout, c'est pas cool. C'est Je, pas cool de sentir ça. je te comprends complètement. Tu sais, je fais juste le parallèle avec ma réalité. La première fois, quand j'ai eu mon diagnostic en 2017, tu sais, j'étais entourée et tout. Mais quand j'ai eu la nouvelle de la récidive, ben, les gens ne voulaient pas m'appeler, ne Mm. voulaient pas me donner, enfin, pas ne voulaient pas parce qu'ils ne voulaient pas me parler, mais c'est qu'ils étaient tellement mal pour moi C'est ça. qu'ils n'avaient, Ils savaient pas quoi ils ne faire. savaient pas quoi faire, ils ne voulaient pas parler du sujet. Et puis, moi, ça me mettait dans une certaine solitude. C'est Mhm. comme je ne comprenais pas ce qui se passait, mais C'est ça. on devient beaucoup plus... on ne sait plus comment se comporter, donc par mégarde ou parce qu'on veut vraiment protéger la personne, qu'on fait des gestes, tu sais, C'est ça. comme Ouais, on ne parle pas de ce attention. sujet, Mhm. ou lorsqu'on regarde la télé, on parle des tumeurs, de cancers, etc. Ben, Passe, on passe, passe. change, passe, ou d'infertilité, on va passer, parce que Mhm. pourquoi? Parce Mhm. qu'on se dit, ah, l'autre personne, la concernée, va se sentir C'est ça. pas bien, donc j'imagine que c'est la même C'était chose. Hein. exactement la même chose, et moi, t'imagines, à mon âge, toutes les personnes de mon âge avaient déjà un enfant, puis Ouais. attendaient le deuxième. C'est- Et moi, Ça j'étais faisait celle aussi une qui... pression sociale. Hein. ça fait... Oui, veut pas, ça fait une pression sociale. Même si je peux te dire que moi, par exemple, je me sentais quand même chanceuse parce que je vivais pas dans mon pays où il y avait, où la pression sociale est 10 fois plus Ouais, grande, mais c'est toujours une pression sociale, même avec les collègues, même avec, tu sais, c'est toujours lourd ouais. de vivre ça. Et puis, d'ailleurs, tu sais, tu m'as parlé de ton parcours. J'ai vu une étude qui disait que la détresse par laquelle passent les femmes qui vivent l'infertilité est égale à celle des personnes qui suivent un traitement de cancer. Hmm. Et moi, C'est ça m'a énorme. choquée. C'est Ça m'a énorme. choquée parce que je me dis, oh, regarde, au fait,
je n'invalide aucune Aucune douleur, douleur, oui. mais regarde comment est-ce que c'est invisible, Oui. au fait. C'est ça qui m'effrayait et puis qui me choquait littéralement parce que je me disais, mais comment ça se fait que personne n'en On parle? parle, oui. Personne n'en parle, personne n'ose parler de ce sujet alors que quand je vois des études, oh oui, vous êtes 1 sur 4 à vivre cette situation, 1 sur 4 couples n'arrivent pas à avoir des enfants. Mais comment ça se fait que j'en ai jamais entendu parler? Oui. Donc, toutes ces femmes, elles vivent dans la solitude. Oui. Donc, Tu elles vois? dépassent toutes seules. C'est ça. Il y a pas de ressources, il n'y Il a y a, pas il y a de... aucune Ouais. ressource. On n'en parle pas parce que c'est très tabou. Oui. Parce que ça remet en question ta féminité, ton rôle dans cette vie qui Bah, est de je dirais materner. peut-être aussi, même la masculinité, tu sais, c'est comme le rôle de l'homme, ça Aussi, pourrait aussi, aussi, je aussi. sais pas, tu sais, c'est comme, ça pourrait aussi atteindre la psychologie ou le côté santé mentale des hommes dans ce, tu sais, on sent pas qu'on peut avoir des enfants. C'est ça. Au fait, moi, sincèrement, je sais pas, je sais pas comment les hommes le vivent. Je parlerai pour mon mari parce qu'on Ouais, en a vraiment parlé. Et lui, il me disait, moi, pendant tout ce parcours, je me sentais impuissant. ouais, Il me dit, c'était vraiment ça le plus le plus lourd pour moi, le plus difficile. difficile, c'était que les hommes, généralement, ils fonctionnent par... c'est des doers. Mm. Ils font. C'est Ouais, comme, ils sont là, tu lui donnes quelque chose, il va la faire. Ils cherchent la solution, ouais, toujours. Ils cherchent la solution. Ils ne cherchent pas le comment, ils cherchent quoi faire. Tu sais. ouais, Et donc, quand tu le mets dans une situation pareille, qu'est-ce que je fais? Eh ben, t'as rien à faire, mon cher. exactement. T'as rien à faire. Aucune. Il y a vraiment rien à faire. Et ça, c'était lourd pour lui de Mm. passer par ça. Puis Donc, de fil en aiguille, tu sais, on a parlé tout à l'heure que le titre que tu te donnes c'est aujourd'hui, c'est ça. être maman. Je dirais Oui. comment, qu'est-ce qui s'est passé entre... C'est, tu sais, c'est comme s'il y a aujourd'hui une femme qui passe peut-être par cette étape, tu sais, elle peut avoir une lueur d'espoir à Hmm. travers ton Oh oui. histoire. Tout ce que je souhaite vraiment, c'est de donner une lueur d'espoir, mais pas de faux espoir. Exactement, C'est parce que exactement, c'est ça, parce que c'est c'est quelque chose à je- laquelle on n'a pas le contrôle. exactement. Je n'ai pas la solution magique à quoi que ce soit. Je pense que je suis une des personnes chanceuses qui a pu avoir un enfant miracle après autant d'épreuves. Mais écoute, on a juste persévéré. On a persévéré. On s'est dit, OK, tu sais quoi, en bon cartésien, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les solutions? Parce que c'est impossible qu'il n'y en ait pas. C'est impossible. Hmm. Après, on va explorer toutes les solutions scientifiques. Si ça ne marche pas, on va aller vers l'adoption parce que moi, je sais que je suis née pour être maman. Je le Oh, sais, je ça le me touche. sens. Oh, ça me C'est, donne la chair de poule. ouais, ouais, je le sais, je le sens dans mes tripes Ouais. que je suis née pour être maman. J'ai beaucoup d'amour à donner à cet enfant ou à ces enfants. Et donc, on a fait, on a appelé la science. Tu sais, il y avait un gynécologue qui m'a dit, tu sais, euh, généralement, ça prend 2 personnes pour avoir un enfant et des fois, ça en prend 3. Ça veut dire? Et ben, il y a le médecin qui a intervenu, donc c'était le 3e. C'est la troisième partie. Et puis voilà, oui. Donc, c'est la science, au fait, qui a fait que, Dieu merci, aujourd'hui, on a notre petit enfant miracle, Samy, qui illumine notre vie. Et puis voilà. Et puis ça m'a fait découvrir aussi une autre partie de moi. Mais attention, l'histoire n'est pas encore finie, là. Parce que Exact. les épreuves ne sont pas encore... Ouais. Au fait, tellement j'attendais ce bébé que j'ai imaginé toute ma vie. OK. J'ai eu énormément de temps Ouais. à imaginer à quoi ressemblerait ma vie quand je serai maman. Toutes les activités qu'on va faire, sa chambre, à quoi elle va ressembler. Hmm. Toutes Donc, tu ces- te c'est comme projetais. Ouais. j'ai idéalisé cette maternité. Tout en étant, moi, en tant que personne, comme tu me connais, très active, Ouais. professionnellement, etc., le jour où Samy est arrivé, il y a eu un gros questionnement sur mon identité. Qui Hmm. suis-je? Qui suis-je? J'ai toujours été, pendant 34 ans, cette femme qui travaille, qui fait un changement autour d'elle, qui est impliquée, etc., etc. Mais là, j'ai un enfant. Et je veux être maman à 100%. Et donc, je suis tombée dans juste après mon congé de maternité, je reprends le travail. Et là, je suis tombée dans, pas l'ambiguïté, mais euh, tiraillée Hmm. entre 2 identités. Entre un garçon que je laisse
chez moi à la maison, que j'ai envie de dévorer chaque petite seconde avec lui parce que c'est un enfant qui est tellement désiré. Mais en même temps, j'ai envie de garder mon identité. Je n'ai Ouais. pas envie de m'effacer. C'est comme je veux pas juste exister que par la maternité. Je suis moi, je suis mes Ouais. réalisations, je suis ma performance, je suis la reconnaissance des autres. Ouais. Tu vois, je suis tout ça. Et donc, à un moment donné, je pense après environ 6 mois de travail, je suis passée par une très sale étape qui était justement cette remise en question. J'ai fait de la thérapie, j'ai vu des coachs en carrière, parce que j'étais vraiment en fait, j'ai jamais vécu ça. Qui suis-je? Ouais. Vraiment. C'était ça Une ma remise question. en question parce que là, Énorme toute remise ta en vie, question. elle a changé avec l'arrivée. Avec l'arrivée de mon fils, Mm. mais en même temps, j'ai toujours existé à travers mes performances. Ouais. J'ai toujours existé à travers le travail, à travers la productivité, à travers les gens, à travers le regard des gens, Ouais. à travers la reconnaissance, tu vois. Et donc, si je perds ça, qui Qui suis-je? suis-je à la fin, ouais. Qui suis-je vraiment? Est-ce que je suis juste maman? Non, non. Je veux pas juste être maman, je veux être maman inspirante. Tu vois. Donc, ça m'a pris énormément de temps. J'étais dans mon bureau à travailler, à aider, parce que je travaille, comme je te dis, dans l'éducation postsecondaire, à aider les étudiants. Mais je me dis, OK, j'aide tous ces étudiants, mais mon fils a besoin de moi. Tu vois, donc, bref. Long story short, à un moment donné, j'ai eu un déclic dans ma vie où je me suis dit, Leïla, tu n'es pas obligée d'exister à travers le regard des autres. Ouais. Tu es toi et tu es suffisante. Exact. Tu n'es pas obligée d'être dans la production à 100%. Tu n'existes pas à travers la production. Tu existes parce que tu es toi. Exact. Tu vois? Et moi, ça, je n'arrivais pas à l'accepter au début, mais avec la thérapie, j'ai pu finalement avaler cette pilule. Et j'ai décidé d'arrêter mon travail. OK. J'ai décidé d'arrêter le salariat, donc d'arrêter le 9 to 5 pour aller pour être plus cohérente, au fait, avec ma nouvelle réalité. En fait, tu t'es sentie désalignée. C'est comme s'il y avait... J'étais très désalignée avec ma nouvelle réalité. Tu vois, Leïla, juste l'année d'avant, j'étais super alignée, très épanouie dans mon travail, hyper productive, tout ce que tu veux. J'étais bien. Ouais. Mais avec l'arrivée d'un enfant dans ma vie, non, il y a eu quelque chose qui a changé. Il y a eu toutes les priorités qui ont été chamboulées et ça m'a pris du temps pour le comprendre. Et tu sais, veut pas, on vit dans une société qui dicte à quoi ressemble une femme qui réussit. Ouais. Et qui dicte à quoi ressemble, tu sais, comme, voilà, une success stories. Et moi, étant quelqu'un qui a toujours été... ambitieuse. Voilà, exactement. Donc, je me dis, moi, il faut que je sois là. Ouais, tu te mettais la barre très, très, très haut. Si je suis un tout petit peu plus en bas dans la production, non, c'est pas bon. Toutes ces définitions, j'ai dû désapprendre ce que la société m'a appris pendant toute ma vie. Ouais. Et là, j'existe parce que c'est moi, ouais. Leïla, tout simplement. Je ne suis ni ni prof, ni présentatrice télé, ni rien. Je suis juste Leïla. Ouais. Et maman. Maman, comme je dis, parce que ça, c'est le titre que je garde. Mais je suis moi. Et ça m'a pris du temps pour le comprendre et pour me dire, Leïla, tu peux vivre à ton rythme. Il n'y a aucun mal à vivre à ton rythme. Il n'y a aucun mal à ce que tu passes une période de ta vie où tu n'es pas productive. Tu n'es pas moins utile et tu n'as pas moins de valeur. Exactement. Ta valeur, parce que justement, tu sais, c'est comme nous, les femmes, quand on passe à travers... on est employé, donc notre valeur, on la met avec notre emploi. Oh oui. Et donc, si on est performant, si on a une belle journée au travail, on est bien. Si on a un commentaire qui est désagréable au travail, tout à fait. Tout notre univers, il est touché par rapport à ça. Mais le jour où
ça se désaligne par rapport à ce qu'on a appris, parce que finalement, c'est de l'apprentissage qu'on a fait. C'est comme tu as dit, c'est la société qui nous a montré ça. Ben, on ne sait plus qui on est. Qui on est Puis vraiment. pour arriver à ce que je suis suffit, ça prend énormément d'étapes pour s'assurer que voilà, je suis Leila, je suis Sarah, je suis comme je suis avec mes qualités, avec mes défis, mes défauts, et c'est correct, et personne n'est parfait. C'est ça, c'est exactement ça, et puis juste aller à son rythme. Ouais. Ça c'est quelque chose que... mon Dieu, mais moi, tu m'aurais dit ça juste avant, tu m'aurais dit, Leila, tu sais, tu vas ralentir. Je dis, impossible, je ne ralentis pas. Mais ralentir, ça, tu je me connais pas. rappelles, il y a une story que tu avais partagée une fois, et j'ai gardé en tête. Il y avait une fois où tu étais dans ton bureau, puis tu sais, tu parlais de l'entrepreneuriat, tu disais... Moi, là, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour moi. Ouais. Moi, j'aime mon 9 à 5. Et j'ai gardé ça en tête. Et le jour que je t'ai vu en train de pitcher, je dis, un jour, je vais rappeler cette story à Leila. Tu te souviens de cette story? Je m'en souviens parfaitement. Et tu sais, je m'en souviens parce que je le disais fièrement. Je le répétais à qui veut l'entendre. Je suis une bonne employée. Moi, je suis faite pour le salariat. Et il n'y a aucun mal. Il faut de tout pour faire un monde. Il y a des entrepreneurs, je comprends pas. Exactement ça. Je comprends pas ce qui se passe dans leur tête là, c'est des fous. Et il y a nous, les salariés, et on est bien. et le jour justement où je devais faire ce pas et de décider de quitter mon travail, je disais ok, ben, si je quitte le travail, je fais quoi? Là, c'est parce que c'est impossible que je sois juste une femme au foyer là. Non, ça fait pas partie de moi quoi, tu vois. Ouais. Donc, qu'est-ce que je fais? Mon mari me dit, tu fais l'entrepreneuriat comme moi. Parce que lui, il est entrepreneur. Okay. Il me dit, tu fais de l'entrepreneuriat. Je dis, t'es fou? J'ai toujours dit que c'est pas fait pour moi. De quoi tu parles? Entrepreneuriat, moi, non. Moi, il me faut un salaire. J'ai besoin d'un salaire à la fin du mois. J'ai besoin de savoir exactement combien je vais recevoir. Ouais. Pour avoir une sécurité financière. Et tu sais quoi? Comme je t'ai dit, j'ai dû faire de la thérapie parce que là, maintenant, je le dis, j'avais besoin de reconnaissance. J'avais ce besoin de reconnaissance. Ça vient de plusieurs choses d'enfance, mais j'avais ce besoin de reconnaissance. Et cette reconnaissance, je la trouvais, je me nourrissais de ça dans mon travail, dans mon salariat. Ouais. Parce que j'avais des bonnes performances de la part de mon boss, qui me disait bravo, ouais. Les emails, tu sais, comme « Oh, bravo, good job, Leila », etc. Les étudiants, quand tu fais quelque chose de bien, ils te remercient. Toute cette reconnaissance, ça te stimulait. Ça me stimulait, ça me boostait. L'entrepreneuriat, on s'entend, c'est un voyage seul. Alors là, tu dois avoir ta propre reconnaissance. Là, maintenant, c'est mon mari, c'est comme « Reconnais-moi !» Dis que je suis bonne. Pauvre lui. Mais il t'aime pareil. Non, c'est ça. Mais c'est vrai. Et donc moi, le fait de me séparer de cette reconnaissance, c'était beaucoup plus difficile que de me séparer du salaire et de la stabilité et du salariat, etc. Ouais. Mais here I am. Exact. Écoute, il faut jamais dire jamais. Et il faut jamais dire jamais. S'il y a une leçon à apprendre aujourd'hui, c'est qu'il faut jamais dire jamais. Exactement. Puis là, à travers l'entrepreneuriat, tu sais, c'est comme t'as mis en place des choses extraordinaires puis qui vont avec ta mission de qui tu es vraiment. Tu sais, t'as toujours dit que tu voulais partager, changer le monde, avoir quelque chose autour de toi. Puis ça a commencé avec un livre. Oh, oui. Un livre qui parle, on va dire, de la religion, mais pour la démystifier pour les enfants. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Alors, ça, au fait, je l'ai écrit quand j'étais enceinte de Samy. C'est Samy qui m'a inspirée, la vérité. Et pourquoi? Parce que quand j'étais enceinte de lui, je réfléchissais. Je me disais, écoute, Leila, tu vis dans un environnement qui n'est pas musulman. Et moi, je suis musulmane. Je tiens beaucoup à mes valeurs religieuses. Et je voulais transmettre ça à mon enfant. Mais encore une fois, je suis prof. Et je sais très bien que les étudiants, si tu les stimules pas, ils suivront pas. Ouais. Tu vois, si t'es pas cool, exact. Ils suivront pas. Littéralement, c'est ça. Ouais. Donc pour moi, c'était comment trouver une formule de rendre la religion cool. Ouais.
Et ça a commencé avec le livre ABC. Donc, c'était un abécédaire. J'étais en train d'acheter des petits livres pour mon enfant, mon bébé qui n'est pas encore né. Et il y avait le A comme Apple, B comme banana, C comme... Puis j'étais, OK, c'est sympa. Mais pourquoi, et si moi, je crée quelque chose pareil, mais qui est lié à la religion. Donc, il va apprendre les lettres, mais au lieu d'apprendre Apple, banana, il aura plein d'occasions de le faire, et ben, il apprendra des mots qui le connectent avec sa religion, mais d'une façon très subtile. Oui. C'est-à-dire, on n'a pas besoin, tu sais, comme j'ai pas besoin d'être sévère, ou de dire, il faut que tu apprennes ça, dis ça, apprends par cœur. Non, juste quelques mots qui vont construire son identité religieuse petit à petit. Et donc, c'est là où j'ai écrit le livre Mon enfant découvre l'islam. Oui. Qui, voilà, c'était un abécédaire avec chaque lettre, elle relie un mot qui est en rapport avec la religion et avec une petite explication. Donc, je me suis dit, hey, je vais partager ça avec les parents. J'imagine qu'ils en ont besoin. Puisque moi, j'ai ressenti le besoin, c'est qu'il y a certainement d'autres parents qui ressentent le besoin. Et puis, ça, j'étais super contente. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai lancé le livre le jour de mon accouchement. Waouh! J'étais en train d'accoucher et les gens, ils étaient en train de commander. Quelle belle réalisation. Vraiment, le jour où je l'ai lancé, j'étais en train de push. Donc finalement, tu as accouché 2 bébés. J'ai accouché 2 bébés le même jour. Wow. Et je me rappelle, une fois que comme je me suis remise de toute l'émotion et tout, et puis je suis allée voir où en étaient les ventes. On était presque sold out. Wow. Presque sold out le premier jour. Et je me suis dit, OK, c'est un beau cadeau que Sam il me fait. Et puis, j'ai hâte, lui, quand il grandira un peu, qu'il découvre aussi le livre. Enfin, il le lit déjà, mais... Bah oui, c'est lui qui t'a inspiré à le faire. C'est lui qui m'a inspiré. Et puis aujourd'hui, c'est devenu un livre qui accompagne beaucoup d'enfants. Exactement. Dans la communauté. Puis ce que j'adore aussi, c'est dans cette quête que tu veux rendre l'éducation autour de l'islam beaucoup plus intéressante dans le jeu, dans le fun. C'est ta deuxième création. Tu sais, c'est comme, tu t'es pas arrêté au livre, tu as vu l'impact que ça a fait. Puis récemment, tu as lancé un jeu. Oui. Puis je t'en parle parce que j'en suis une des fans de ce jeu. J'en ai fait la commande, puis j'ai joué avec ma fille. Donc, c'est un jeu de cartes. Et même, on a joué avec ma maman et on l'a appelée. Elle n'est pas avec nous ici au Canada, elle est à l'étranger. Donc, on a fait un appel visio et on commençait à jouer. Donc, on lui lisait les cartes et c'était stimulant. Stimulant à quel point que on a acheté aussi des livres sur la religion parce que j'ai une fille qui est très curieuse, donc elle aime lire et tout. Donc, pour moi, je lui ai laissé la place pour découvrir par elle-même, puis pour venir poser des questions. Mais ça lui a donné l'envie d'aller relire ces livres-là, de lire des nouveaux. Pourquoi? Parce qu'elle voulait gagner dans le jeu. Et ça, je trouvais vraiment cette subtilité que tu as apportée, ce fun, c'était vraiment extraordinaire. J'aimerais bien que tu nous partages un peu d'où vient cette idée de jeu. Écoute, moi, je suis dans l'enseignement. Et ce qui me passionne énormément, c'est l'innovation pédagogique. Oui. Ça, c'est quelque chose que je faisais dans mon ancien travail. Et j'aidais les professeurs, les enseignants à repenser leurs cours d'une façon plus stimulante et d'une façon plus engageante pour les étudiants. Parce que les étudiants, là, on va se dire, leur concentration span, donc leur comment on va dire ça? Niveau de concentration. Leur niveau de concentration, il est à 15 secondes. 15 secondes parce que c'est les stories, c'est les TikTok, c'est les scrolls, etc. Et donc, c'est vraiment notre cerveau, il a ce concentration span de 15 secondes. Donc, comment est-ce que tu vas intéresser une personne devant toi en 15 secondes. Tu vois, le pitch ascenseur, comment est-ce que tu vas le faire? J'ai fait plein d'expériences avec des profs. Une des expériences qui m'avait beaucoup marquée, c'était avec une prof de philo. Et on a fait la ludification, gamification. Et donc, on s'est dit, tu sais quoi? Je lui ai dit, tu sais quoi? Les étudiants, ils ont plusieurs types d'apprentissage. On a l'apprentissage visuel, auditif et kinesthésique. Donc, allons explorer ces 3 options-là. Et dans le kinesthésique, on s'est dit, OK, mais kinesthésique, c'est-à-dire quelque chose qui se touche. Qu'est-ce qu'on peut faire? Elle a apporté des cartes de philosophes
Et on a fait comme une chasse au trésor dans la classe, imagine. C'est des étudiants post-secondaires. C'est-à-dire qu'ils ont plus que 18 ans, 17-18. Et voilà. Et donc, ils ont commencé à creuser dans un pot de sable et ils trouvaient, par exemple, une théorie et ils vont essayer de la coller avec un des philosophes et pour en faire toute une carte. Bref, ça bougeait énormément dans la classe. C'était stimulant. C'était hyper stimulant et c'était une très grande réussite. De là m'est restée l'idée des cartes. Je me suis dit, intéressant, comment est-ce que je peux parce que, encore une fois, moi, mon objectif dans la production de ces outils-là, c'est vraiment pour rendre la religion plus accessible. Oui. Okay? Sans pour autant que ça soit contraignant, que ça donne des limites. Et, tu vois, je ne veux pas que les enfants fuient la religion. Je veux qu'ils aiment la religion, qu'ils en soient fiers et qu'ils en parlent autour d'eux comme étant quelque chose d'aussi cool que Ariana Grande. Tu vois, littéralement, c'est ça en fait. Je veux qu'ils en parlent comme si, tu vois, le prophète Ayoub, le prophète Youssef, il était ça, il faisait ça. Vraiment en parler avec leur langage d'aujourd'hui. Okay. Et donc moi, j'ai toujours, enfin, je pense qu'on a tous grandi avec les histoires des prophètes. Je trouve que c'est vraiment cool comme histoire. Et surtout que ça donne énormément d'apprentissage. En parlant de résilience, presque tous les prophètes ils sont passés par des situations difficiles. Exactement. Exact. Et c'est des exemples de résilience. Donc, si tu veux enseigner la résilience à tes enfants, tu leur racontes l'histoire d'Ayoub, tu leur racontes l'histoire de Youssef, comment il a été abandonné par ses frères et sœurs, pas abandonné, littéralement tué par ses frères et sœurs, et puis jusqu'à ce qu'il puisse prendre cette épreuve et la rendre un succès le jour où il est devenu leader en Égypte, etc. Donc, là, moi, je me suis dit, hey, j'ai devant moi énormément d'histoires très cool. J'ai l'idée des cartes, faisons quelque chose. Wow. Et c'est là où, c'est là avec... littéralement, je pense que c'était même juste après que j'ai quitté mon travail, j'avais du temps et je me suis dit, hey, je vais faire ça. Wow, c'est tout à ton honneur. Puis tu as été piqué par, on va pas se le mentir, tu as été piqué par la mouche entrepreneuriale parce que finalement, tu t'es pas arrêtée là. Oui, c'est ça. La personne qui se disait jamais. Je suis convertie là maintenant, c'est bon. Je suis dans votre camp d'entrepreneur. Puis c'est... sur quoi tu travailles présentement? Tu sais, c'est comme je disais tout à l'heure, tu as pitché, puis j'étais là, et puis c'était extraordinaire ce que tu as partagé. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu? Au fait, tu l'as dit tout à l'heure, pour être alignée avec ma mission de vie, j'ai pris du temps pour réfléchir. Et il y avait un coach qui m'avait dit, Leïla, tu sais quoi, je pense que toi, tu as toujours été entrepreneur, tu as juste besoin d'être validé par les gens. Et il a raison. Il a raison. Parce que c'est vrai que ça a toujours été dans le fond de ma tête, mais je n'ai jamais eu le courage. Et je pense que ça, c'est... justement, s'il y a des femmes qui nous entendent, c'est le plus gros défi que les femmes ont, c'est le courage. Oui. Je peux faire ça, j'ai tellement d'idées, j'ai des compétences, mais j'ai pas le courage. Oui, de passer à l'action. Parce qu'on a peur de l'échec. Exact. On a peur de se faire passer pour des mauviettes. Reste chez toi, reste derrière ton bureau. Exact. T'es bien là où tu es. T'es bien là où tu es. Donc, moi, quand j'en ai parlé avec un coach de carrière, il m'a dit, Leïla, qu'est-ce que tu sais faire? J'ai dit, je sais rassembler les gens. Je sais faire ça. Je sais donner de la visibilité aux gens. OK. Convertis ça en idée. Convertis ça en quelque chose. Je dis, OK. Moi, depuis le blog, ça fait 8 ans maintenant, que je crée une communauté. Oui. Okay? Et c'est une communauté qui est like-minded. Vraiment, j'ai comme l'impression, quand on se rencontre, on a le même esprit. Right? On a le même esprit. Donc, je me suis dit, OK, d'accord. Donc, j'ai ça. Et de l'autre côté, j'ai ma volonté d'aider. Ouais. Et aider les locaux. Moi, comme je te dis, je suis très liée à ma communauté. Là où je vais, tu crées une communauté, ouais. Et je veux, pas seulement je la crée, mais même la communauté qui m'adopte, j'ai envie de l'aider, j'ai envie de les soutenir, de les empower. Ouais. Voilà. Donc, j'ai ces deux données-là. J'ai ma communauté et j'ai les gens que j'ai envie d'aider, les business que j'ai envie d'aider. Donc, on va créer une plateforme où toutes les personnes de la communauté, à chaque fois qu'ils ont besoin d'une adresse quelconque,
ils vont la trouver dans une seule plateforme. Au lieu de à chaque fois venir me voir et me dire « Hey Leïla, est-ce que tu connais un bon mécanicien? Est-ce que tu connais un bon coiffeur? Oh, j'aimerais acheter des vêtements pour Oui, la question que je t'ai posée l'autre jour. est-ce que j'ai envie d'acheter des vêtements? Genre, j'ai tu sais, à la dernière minute, je dois acheter un cadeau, mais je sais pas, on vient d'arriver. Et pas forcément on vient d'arriver, des fois, même quand on est là Bah depuis oui, longtemps, on bah ouais, manque ouais, d'idées, tu vois. exactement. J'ai des invités qui viennent me voir, j'ai envie de les inviter quelque part. Où est-ce qu'on va manger? Hmm. Et donc, moi, les gens, quand ils viennent me poser ce genre de questions, je me suis dit, OK, je vais prendre tout ce besoin-là et je vais le mettre dans une seule plateforme. Comme ça, en un seul clic, Waouh, j'ai même pas besoin d'être présente, au fait. J'ai même pas besoin d'être disponible pour répondre à ta exact. question. Et en même temps, ça donne la visibilité à ces business parce que eux, tout ce qu'ils cherchent, c'est cette communauté. Exactement. Donc, Ils cherchent c'est un lien extraordinaire qui est exactement. créé. Waouh. Exactement, donc c'est ça. Donc là, je suis vraiment en train de travailler sur ça. Ça va être lancé très, 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 très prochainement. On est vraiment dans les derniers détails de finalisation. Donc, donc voilà, j'espère sincèrement que ça sera un outil qui pourra aider, qui pourra faire un changement dans la diaspora, dans l'économie locale. Ouais, j'en doute pas, j'en ai aucun doute là-dessus parce que tu y mets ton cœur, puis on voit toute la passion que tu fais à travers tout ça. Merci. Puis mordu d'entrepreneuriat comme tu es, puis j'adorerais rester discuter avec toi, tu sais, c'est comme je m'en lasserai jamais. Mais si on veut donner un mot de la fin, tu sais, à travers toute la résilience que tu as eue, que tu as su développer à travers ton infertilité inexpliquée, puis ta reconversion, que tu sais, c'est pas aussi simple de passer en tant qu'employé vers entrepreneur, puis je te le souhaite du fond du cœur, un entrepreneur à succès, multi-entrepreneur, là, tu sais, c'est comme avec tous les projets. Ça serait quoi le mot que tu pourrais ou le conseil que tu pourrais donner à toutes les femmes qui nous écoutent aujourd'hui? OK, je vais m'adresser à ces femmes-là qui Exactement. m'écoutent. Ma chérie, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses à tout. Prends le temps, va à ton rythme, tu es suffisante. Et ta valeur, elle réside en toi, elle ne réside pas dans le regard des autres. Donc moi, ça, c'est vraiment le plus grand apprentissage que j'ai fait cette dernière année. Waouh, quel message si puissant. Effectivement, notre valeur, elle réside en nous. Merci beaucoup, Leïla, Merci à pour toi, ton merci pour cet partage, échange. pour ta générosité dans le partage. J'apprécie énormément. C'est tout toi, c'est tout Leïla. Merci, Mais Zala, merci merci vraiment, beaucoup. c'était vraiment cool. J'ai beaucoup aimé notre échange. Merci. À très bientôt.